Salut à tous, mon nom c'est Garage68. Ce soir, unboxing pour Michel, le Arma Kraton V2. Michel est un débutant de plus de 40 ans dans le monde de la RC. Il est venu me voir. Il n'habite pas juste à côté, pourtant il est venu quand même pour pouvoir profiter de l'atelier, de voir les machines, comment ça se passe, quelle est la différence entre les différents types. Il a fait aussi l'essai des machines pour voir en 4S, en 6S, ce qui lui convenait le mieux, étant donné qu'il est débutant, qu'il n'a absolument pas l'habitude de ce genre d'engin. Et il s'est décidé pour ce qui est pour moi, de loin, actuellement sur le marché, le meilleur engin de loisir, qualité-prix, solidité, tarif et accessibilité des pièces de rechange, à savoir le Arma Kraton. Bien sûr, là on est sur les nouvelles versions, donc le V2. Ils ont gommé quelques petits défauts de la version 1, notamment à savoir le problème des ressorts de suspension arrière, le variateur qui avait des soucis, le cerveau qui avait des faiblesses. Il existe bien sûr quelques petites options, mais il faut vraiment pas grand chose sur cette machine. Enfin, sortie du carton comme elle est parfaitement utilisable par n'importe qui. Il a fait livrer la machine chez moi pour que je puisse faire le unboxing pour vous tous. Donc merci Michel, c'est vraiment super génial, puisque je comprends tout à fait que c'est ton nouveau jouet, donc que tu as envie de le déballer toi et de le découvrir toi. Mais tu as laissé le pas à tous les fans de la chaîne et tous les gens, les jeunes, les vieux qui vont découvrir cette machine avec nous. Alors on va arrêter de papoter et on va déballer la bestiole. L'engin vient pas de France mais d'Autriche. Pourquoi je l'ai pris en Autriche? Eh bien c'est très simple, chers amis. En France, cette machine vaut entre 500 et 550 € selon les sites, enfin même 520, 530 sur certains sites frais de port gratuits. En Autriche, le Arma Kraton V2, je vais sortir. Eh bien, on l'a eu pour 430 €. Il voulait le rouge et noir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Il est génial en rouge et noir. Et, bien sûr, comme il est débutant, il ne fallait pas que la machine. On s'est donc tourné vers Vartel pour les lipos et le chargeur. Et finalement, en fait, avant de commander sur le site autrichien, on a vite regardé ce qu'ils vendaient en lipo. Là, il avait des lipos Hyperion, qui sont donc de très bonne qualité. Personnellement, on en avait choisi d'autres, mais on s'est aperçu qu'en fait, sur le site autrichien, ils faisaient une méga promotion pour Noël. Et là, accrochez-vous bien, les sites français n'ont qu'à bien se tenir, parce que là, il faut vraiment qu'ils sortent le doigt de l'oignon, sinon ils vont se faire bouffer tout cru par l'Europe, ça c'est sûr. Donc, le Kraton, les deux lipos Hyperion, est offert, puisqu'on a dépassé un montant d'achat de 500 €. On n'a pas reçu 10 € parce qu'on a dépassé les 1000 comme sur certains sites français. On a reçu un chargeur qui peut charger à 10 ampères avec un touchscreen. Alors bien sûr, Potenza n'est pas une marque connue en France. Évidemment, c'est un de nos célèbres fabricants chinois, Badger. Ce chargeur a une valeur de presque une centaine d'euros. Il a été offert avec l'ensemble. On a tout de suite bien sûr pris aussi, parce que les lipos Hyperion sont livrés les câbles à poil, des prises XT90 qui sont livrées donc d'origine sur l'Arma Kraton. Et ici, on a pris les toutes dernières XT90 qui ont donc une protection derrière pour le câble qui rentre, il n'y a plus besoin d'avoir de gaine thermo qui dépasse, et l'anti-spark intégré. L'anti-spark intégré, à quoi ça sert un anti-spark? C'est pour éviter l'étincelle au moment de brancher votre lipo, si vous en branchez deux, notamment, enfin même une, hein, je raconte des bêtises, mais vous en branchez deux. Plus vous mettez de volts, plus l'étincelle au moment de brancher sera forte, et ça, c'est pas bon pour l'électronique. Alors les nouveaux variateurs sont protégés contre, mais pas tous. Et même si le variateur est protégé, ça peut toujours encore endommager à force les cosses tout simplement.
On est donc au top ici, un combo pour un débutant. Le tout frais pour compris, tout juste moins de 600 €. Et j'aurais bien aimé le prendre en France, Michel aussi, mais avec 150 € de différence pour atteindre la même chose en France, faut pas déconner. On est chauvin, mais il faut pas tirer sur la ficelle. Et je pense que si les Autrichiens et les Allemands arrivent à offrir des chargeurs complets, en France ça doit être possible aussi. Hein. On va laisser ça de côté et on va passer à ce qui vous intéresse, la machine. Et j'aimerais aussi saluer un autre débutant de 40 ans qui m'a contacté par YouTube et qui s'est intéressé au Obao Hyper MT, qui a donc contacté Frédéric chez Buggy Brushless Shop, puisqu'il a vu sur la vidéo que j'avais pris de là-bas, qui a aussi fait une super offre, qui a très bien conseillé. Comme c'est l'habitude chez Frédéric, il prend son temps, il écoute le client et il vous vend ce dont vous avez besoin, pas ce qu'il veut absolument vendre, sans exagérer. Oh, je peux vous dire qu'il est beau, nom de Dieu que c'est beau. Alors, ce que je regrette par contre, c'est que Edouard n'est pas là aujourd'hui avec moi pour déballer cette machine. Edouard est un grand fan de cette machine et est aussi un grand spécialiste de cette machine. Il l'a étudié sous toutes ses coutures. Voici la radio tactique, donc la même que sur le Nero Big Rock, sauf sans la petite voix 3 supplémentaire pour le Diff Brain. On a néanmoins ici un petit interrupteur d'une troisième voie, à quoi il sert, je pense à rien sur cette radio. Radio que je trouve super cool, point de vue look. Beaucoup n'aiment pas les radios d'origine parce qu'ils disent ouais c'est cheap, c'est fragile, c'est machin. Les radios d'origine ont ça de génial que justement elles ne sont pas chères quand vous êtes sur le terrain. Moi je préfère avoir plus de pièces sur ma machine et avoir une meilleure machine qu'avoir une super méga radio à 500-600 € pour laquelle je dois toujours faire attention qu'il n'y arrive rien. Ces petites radios sont extrêmement endurantes, elles sont absolument ni fragiles au choc, ni à l'humidité, ni à rien. C'est sûr, elles n'ont pas la précision des radios de grande marque, mais ça reste pour du loisir, pour la plupart d'entre nous. Donc c'est pas vraiment utile d'avoir le dernier cri du truc machin. Notice, écrou de roue, clé pour les roues, clé en croix et tralali lalala, habituel qu'on reçoit avec nos RC, un petit pignon supplémentaire que Arma s'est habitué à donner avec. Prise supplémentaire aussi livrée avec chez Arma. Ce que j'avais oublié au moment de commander, en fait, qu'ils ont livré deux avec. Alors il y en a une ici, je vois pas la deuxième, elle doit pas être loin, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ça nous permettra d'acheter encore plus de lipo. Ce qui est chouette aussi, c'est que c'est dans un ziploc et non pas un sachet déchirable ou lâchement scotché comme chez certaines autres marques. Donc on peut remettre bien tranquillement sa notice à l'abri. Et là, je vous fais attendre, je vous fais attendre, je vous fais attendre. C'est normal, c'est fait exprès. Voici la machine qui arrive donc toute montée. Il n'y a absolument pas besoin. Il se fout de notre gueule, il nous la montre toujours pas. Mani, arrête de déconner. Non, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Alors, en douceur, puisque il sera remballé pour Michel après la vidéo. Voici la bête. C'est vrai que sur les photos, cette carrosserie est un peu bizarre puisque la cabine est écrasée au milieu comme ça, bizarrement. Mais en fait, en vrai, ça donne vraiment super bien. J'adore les petits détails. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils l'ont fait plus large. Comme le Crichton est très large, il a comparé à d'autres modèles Arma. Ici, des élargisseurs intégrés sur le bout des carvans. Je ne sais pas s'ils ont gardé ça sur le V2. C'était le cas sur le V1. On voit pas très bien. Oui, ils y sont encore. Et ils ont donc accordé la carrosserie en largeur avec la machine. Et là, la garde-sol sortie d'origine, voilà ce que ça donne. Hein. Quelqu'un a
persistez à me dire non, 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 le Nero est beaucoup plus haut que le Triton. Et je passe mon point là-dessous, c'est un Truggy. Pourtant mon point passe très bien quand je vous dis que c'est haut. Ils ont super bien aussi, personnellement je trouve, accordé l'aileron à tout le reste. Ils ont changé un peu la forme du béquet, parce que c'est vrai qu'on les a assez vus, les béquets classiques à 8ème. Ce béquet d'ailleurs me paraît bien immense. On va peut-être le démonter, le garder pour moi. Et je vous confirme qu'effectivement la suspension niveau des ressorts a été grandement améliorée, puisque les premiers modèles, j'en ai vu un déballer, quand on le posait par terre, il se cassait la figure à l'arrière, et ici vous voyez, il remonte bien. Alors on a toujours le souci que les ressorts sont courts, et bon, d'un autre côté ça permet pour ceux qui veulent rabaisser le véhicule à fond de pouvoir garder à leur prétention. Pour les autres, c'est vrai qu'on aurait bien aimé des ressorts un peu plus longs pour profiter plus des différents réglages de la dureté. Là bien sûr les batteries ne sont pas dedans, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. La finition chez Arrma est très simple, ce sont des engins de loisirs, donc ils ne cherchent pas de midi à 14 h à faire des super machins bidules, châssis truc muche avec méga découpe et tout. On reste dans le basique et dans l'efficace. Beaucoup ont critiqué aussi le kit de roulement d'origine qui n'a pas de bac d'étanchéité, c'est du double Z, c'est-à-dire double parent métallique. On a testé sur le Triton 1, je n'ai pas eu de souci avec ces roulements. Alors, je ne vais pas les critiquer puisque j'en suis content. Enfin, notamment Geeks qui roule avec cette machine est très content de sa machine et on n'a toujours pas dû changer les roulements au bout d'un an de maltraitance. Ce que Arrma fait bien aussi, c'est ces petites languettes de caoutchouc qui tiennent l'éclipse. Ils les ont positionnées là où elles ne sont pas exposées au choc, surtout à l'arrière, elles sont bien tranquilles, là on ne risque jamais de les endommager. Ils sont relativement solides comparés au Thunder Tiger. La carreau a toujours ces petits scotch de protection là où il frotte. Là, ils nous ont rajouté quelques petits speeches pour nous faire marrer. Ça veut dire, ne faites pas que du bash, mais allez-y franchement fort. En fait, la célèbre cage anti-retournement, enfin pas anti-retournement, mais anti-écrabouillage de la carrosserie de chez Arrma, ça c'est un truc génial, ils ont assuré à mort avec ce truc. Le passage des câbles qui a été bien fait. Ici, les câbles ne vont pas se promener. Chez Arrma, ils sont clipsés partout. Ça leur vient de la branche Durango, c'est sûr. La corne de cerveau est en alu, puisque ça sert à rien. C'est vrai, comme font certaines marques, de mettre des cerveaux 15-20 kg avec une corne en plastique qui va se déformer. Il y a le sauve-cerveau qui est là pour encaisser la différence. Les tourelles de suspension font 4 à 5 mm d'épaisseur facilement. Ceux qui veulent arriveront évidemment toujours à les tordre, c'est clair. Seule chose que je reproche à cette machine, sortie de la boîte, c'est quelque chose de typique au Truggy en fait, c'est le manque de protection ici à l'avant. Le pare-choc est sous la carreau, ce qui fait que quand vous prenez des chocs avant, c'est la carreau qui morfle. Ici j'aurais bien vu un pare-choc qui remonte à l'avant. Quelque chose que j'apprécie énormément sur le Hongnor X2 CRT par exemple. Celui du Haut UPRST n'est pas génial non plus. Mais il y a un tas d'options à ce sujet. Il y a T-Bone Racing ou des 3 Racing qui font des pare-chocs additionnels pour les bâcheurs. Personnellement, je suis pas fan du look pelle à tarte que ça donne. Par contre, il faut leur laisser que c'est hyper efficace. Pare-choc pelle à tarte ici à l'avant va protéger vos amortisseurs des impacts. Il existe bien sûr aussi, comme c'est très répandu sur tous les Truggy, les buggy, les petites pièces en plastique à rapporter ici sur les triangles qui vous permettront d'éviter les projections de boue sur le train arrière, puisque tout ce que projettent les roues avant finit dans le train arrière. Très facile à réaliser soi-même. J'ai ici des plaques de Lexan de 0,75 d'épaisseur, donc je fais ma découpe comme je veux. Si j'ai envie de les peindre, j'en remets une petite couche de couleur et tout va très bien. Le Arrma est une machine de loisir, il y a donc des jeux partout, à tous les niveaux, comme je vous l'ai montré sur le X1 CRT. Ces jeux n'empêchent absolument pas l'utilisation parfaite de la machine, ça n'empêche absolument pas d'aller droit et d'être précise dans les virages et tout ce que vous voulez. Les jeux vont se caler forcément en butée quand vous êtes à l'accélération, et quand vous freinez, ils vont se caler dans les butées inverses. Il y aura peut-être un petit déséquilibre au moment de l'accélération du freinage, ou si vous vous laissez en roue libre, mais ça s'arrête là. C'est vraiment très peu perceptible, surtout que ces machines ne roulent pas sur du
passe pas leur temps sur du goudron à faire de la compète, mais roule dans la pelouse, les terrains défoncés, le sable, ou de toute manière ça glisse dans tous les sens. Alors, sortie de la boîte, par contre, faudrait, je pense, régler le train avant, puisque les roues vont un peu dans tous les sens. Ici, si on met une roue droite, l'autre est complètement à l'ouest. Alors, un peu d'ouverture, c'est bien, parce que l'accélération est en serré, mais là, c'est peut-être un peu trop quand même. Le nouveau contrôleur Arma, qui n'est rien d'autre qu'un, je dirais, vu de nez, pas le Max 8 qu'ils ont rebadgé dans le Nero, mais on a bien l'impression que c'est si, ça doit être ça aussi. Entre un Quick Run et un Max 8, à voir combien de fonctions sont réglables. Je n'ai aucune idée, je n'ai pas pensé à demander Edouard s'il avait regardé combien de fonctions sont réglables. On va donc ouvrir la notice ensemble et se renseigner à ce sujet. Parce que ce serait quand même intéressant de savoir si ce petit régulateur de vitesse ici est mieux achalandé que sur le Nero. Si c'est le cas, je vais envoyer un mail à Arma pour me plaindre une fois de plus. Et bingo! C'est la même blague. Vous pouvez régler l'hypo ou NIMH. Quelqu'un roule encore à NIMH avec ces machins? Ça va pas ou quoi? Le punch, par contre, ici vous pouvez régler de 1 à 9. Donc c'est bien une ancienne version d'un logiciel Obi-Wan. La puissance de freinage de 25, 37 ou 50%. Vous ne pouvez pas dépasser les 50%. Ça suffit largement, bien sûr, sur ce genre de véhicule. Je pense que ça ne posera pas de problème. Le sens de marche, qui est une blague, puisqu'il suffit d'inverser les câbles moteurs sur un véhicule sans sensor. Et si vous roulez uniquement en marche avant avec les freins, ou marche avant, marche arrière et frein, puisque en complète, on n'a pas le droit à la marche arrière. Ils ont donc laissé ceci. Il y a donc effectivement, on va dire, 3 fonctions qui sont utiles au gars qui fait du loisir. Tout le reste, c'est de la merde. Il n'empêche que, une chose est sûre, comme c'est du Obi-Wan, déjà, on est tranquille pour la qualité. Hein, on n'aura pas de mauvaise surprise. Le moteur aussi a été nettement amélioré, puisque personnellement, je le redirai jamais assez, je suis certain que les problèmes qu'avaient les premiers variateurs ne venaient pas du variateur, mais du moteur Arma qu'ils avaient mis au début, qui était un truc qui consommait énormément de trop. Quand vous avez un gros vario de 180 ou 200 ampères, c'est que vous avez un moteur qui consomme beaucoup, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vite. Ici, tout est lié, c'est une amélioration. Alors, on ne sait pas si c'est un moteur Obi-Wan ou si c'est un moteur Léopard. On n'en a aucune idée, ou encore autre chose. En tout cas, c'est sûr que, point de vue qualité de construction de la cage, on est un cran au-dessus de celui qui est dans le Nero. Et ouais, la blague, celui-ci a bien un flasque avant vissé dans le corps, et non pas juste un tube alu dans lequel tout est vissé. Donc bien un moteur de clairement meilleure qualité. La pignonnerie de ces engins est de très bonne qualité. Les cardans aussi. C'est une machine que je peux que vous conseiller. Il y a vraiment... C'est une des rares machines sorties du carton sur laquelle il n'y a rien de négatif à dire. Quand on la laisse bien sûr dans ce domaine, c'est-à-dire ici on est dans le loisir, c'est sûr qu'un compétiteur va râler sur les jeux, les machins, les bidules. Savoir aussi que les plastiques Arma sont extrêmement flexibles, donc ils encaissent super bien les chocs, vous avez des grosses déformations que remettent en place. J'ai testé même quand il fait froid. J'ai réussi quand il faisait vraiment très très froid, mais après avoir tapé un mur de plein fouet à casser un triangle. Sinon, RAS, rien n'a cassé sur la machine. La seule point faible sont les tiges d'amortisseur sur les gros sauts loupés qui peuvent se tordre, mais vraiment faut y aller fort pour l'endommager. Ce que j'apprécie aussi énormément, c'est que Arma sont les premiers de toute évidence à avoir fait des récepteurs sans antenne, donc il n'y a plus de risque de coincer quoi que ce soit ici. Arma aussi livre toujours le variateur avec ses 2 prises et son petit shunt. Alors ça c'est cool parce que c'est vrai que ça évite, si vous avez déjà des accus en 2x2 ou 2x3, de devoir acheter un seul bloc ou de faire l'inverse, de faire un Y. Par contre c'est un peu encombrant quand même, donc la plupart des utilisateurs en fait
vire le cordon Y ici, passe la prise, la transforme en une seule, ce qui évite que ce truc se balade. Alors, ce qui est très intéressant maintenant que le Outcast est sorti, c'est que évidemment, comme on connaît Arma, ils ont utilisé les pièces de ce Kraton pour fabriquer le Outcast. Ils ont tout simplement pris un châssis de Senton ou du Typhoon ou du Typhon pour raccourcir. En fait, donc ils ont utilisé tous les éléments de ce véhicule avec les éléments du Typhon et ils nous ont pondu le Outcast. Ils ont par contre rajouté ici des petits déflecteurs par bout. Vous pourrez donc prendre ceux du Outcast, ils se montent parfaitement dessus puisque toutes les pièces de suspension, tourelle, différentiel, cardan, à part bien sûr le cardan arrière et éventuellement l'avant, mais je pense que c'est que l'arrière, qui sont plus courts sur la Outcast, se montent parfaitement les deux modèles. On pourra donc aussi profiter, peut-être avoir, ça dépend de la place ici avec l'arceau, du bac à lipo complet, qui empêchera, parce que ici on a ce problème dans ce bac à lipo, si vous avez deux accus 2x3S que vous devez empiler l'un sur l'autre à plat, vous allez avoir un des deux qui va glisser sur le premier et aller se promener. Solution très simple, c'est d'utiliser une petite plaque métallique que vous pliez en L. Donc l'accu du bas pose sur la plaque et donc le L sera bien rigide et empêchera le premier accu d'aller se balader. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution si vous ne pouvez pas les monter côte à côte à la verticale. Je vous laisse jeter encore un coup d'œil mécanique à cette machine qui est super bien faite de par sa simplicité. Ils ont même mis les barres stables. Bien sûr, vous pouvez bloquer le débattement de vos suspensions pour rester plus bas. Les pneumatiques, alors là je suis surpris par Arma. Franchement, pour l'instant, de tous les pneus Arma que j'ai eu en main, c'est mon avis personnel de loin les meilleurs. Point de vue qualité, ils sont très souples pourtant en étant fermes, puisque souvent ils ont fait des pneus beaucoup trop durs, par exemple sur le Nero ou sur le Big Rock, ce qui n'est ici pas le cas. Et je sais pas si je vais te le donner, Michel, hein. Je vais très certainement le garder. J'espère qu'il te plaira pas et que tu vas me le laisser. Vraiment une super chouette machine. Voilà pour le Arma Nero, je vais dire. Le Kraton version 2. Point important aussi que j'oublie, ils ont amélioré ici le maintien du béquet arrière. Puisque sur la première version, on avait des problèmes de béquet qui s'arrachent sur les retournements. Mais ça sera toujours un point faible sur cette rugby, puisque le béquet est toujours dans le chemin quand on se promène à l'envers. Quand vous glissez sur le toit, sur la route, en marche avant, c'est le béquet qui va rester accroché quelque part sur un rebord et s'arracher. Ici, ça sera un peu protégé par le toit et la tour à l'arrière, mais fatalement, à un moment ou à un autre, il va lâcher, ou alors sur l'atterrissage loupé, c'est le béquet qui prend tout dans la citrouille. Là aussi, parce qu'il manque un pare-choc arrière. Un pare-choc arrière ici empêcherait la compression de toute la partie arrière, et aussi les chocs sur les trains. Beaucoup m'ont dit aussi oui, mais le Kraton il a les maintiens d'axes en plastique, c'est dommage qu'il fasse pas de l'alu, patati patata. Et en fait, il y a de l'alu à l'intérieur. Enfin, notamment à l'avant, à l'arrière non. À l'arrière aussi, on peut le voir ici. Vous voyez ici, il y a une petite languette en métal qui est cachée dans le plastique. Donc à l'arrière peut-être aussi, et si c'est pas le cas, de toute façon ça ne pose pas de problème puisque, je le répète, vous avez vu, j'arrive à déglinguer toutes les voitures que j'ai, je n'ai pas réussi à déglinguer le Kraton. Compromis qualité-prix, solidité, poids, puissance, c'est une dizaine de pouces sans problème, c'est une super machine. Après le look on aime ou on n'aime pas, le style on aime ou on n'aime pas, conduire un truggy on aime ou on n'aime pas. Et ensuite les réglages du diff, c'est chacun sa sauce. Les réglages de suspension, c'est aussi chacun sa sauce. Il y aura toujours des trucs qui marchent plus ou moins bien pour l'un ou pour l'autre. Il y a certains qui vont préférer les machines que d'autres ne pourront même pas rouler tellement elles seront réglées bizarrement. Mais c'est comme ça. C'est ça la RC. Salut à tout le monde et à bientôt pour, j'espère, cette superbe machine en marche dans les mains de Michel. Salut.